Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce 15e webinaire organisé par PQNA sur la question de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Donc, je suis Pauline Châtelain, je suis chargée de mission à PQNA sur cette thématique et je suis accompagnée aujourd'hui par Maïwen Oden, qui est chargée de mission développement territorial. Bonjour. Avant de commencer, Maïwen, est-ce que tu peux nous représenter PQNA en quelques mots ? Donc, PI Quartier de Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources politiques de la ville dédié au développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif, c'est de vous accompagner sur le développement de vos projets, de favoriser le partage d'expériences et de pratiques. Cela en s'appuyant notamment sur des experts techniques et scientifiques et aussi sur nos partenaires institutionnels, État et région. Donc, nous diffusons notamment nos ressources sur notre site internet sous la forme d'articles, de publications. Nous organisons des rencontres en ligne comme ce webinaire, mais aussi en présentiel, des rencontres régionales ou des visites sur site auxquelles vous avez peut-être pu participer. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on va traiter de l'enjeu de la soutenabilité financière des processus de revitalisation. Cette question, elle est au cœur de tous les processus de réaménagement des centres-bourgs, surtout à cette période qui est un petit peu charnière pour beaucoup d'entre vous, entre une période plus de diagnostic et de prospective et une période d'opérationnalisation où vous allez engager les plus gros frais d'investissement. Donc on va se questionner sur comment est-ce qu'on instaure un équilibre durable entre les investissements nécessaires à cette revitalisation et la capacité des collectivités à mobiliser des financements sur le long terme. On va se questionner sur les stratégies et les outils à mobiliser pour garantir que ces projets ne pèsent pas uniquement sur les communes, mais aussi sur des partenariats externes. Et on va se questionner également sur la manière dont, comment on finance cette stratégie de revitalisation, comment ça impacte ce qui est réalisé. Donc, on va parler de méthodes, d'outils, de retours d'expérience de communes, de l'impact des investissements sur le fonctionnement de la collectivité et bien plus encore. Donc, au programme, pour introduire ces propos, nous aurons avec nous Rémi Théry, chargé d'appui territorial, Petite Ville de Demain chez la Banque des Territoires de Nouvelle-Aquitaine, et Thierry Mougin, donc conseiller auprès de la Direction générale des finances publiques pour les collectivités locales. Ce temps d'introduction suivra par des témoignages d'élus donc sur leur stratégie de soutenabilité économique. Donc Stéphane Sanchis, qui est deuxième adjoint au maire de Crayon, en charge des finances communales et du budget, et Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille. Ces témoignages nous permettront de partager leurs difficultés rencontrées, mais aussi les solutions qu'ils ont pu mettre en place et les limites de ce suivi de projet. Nous garderons, comme l'a dit Pauline, 20 minutes à la fin pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet dédié tout au long de ces témoignages. J'invite Rémi Théry et Thierry Mougin à nous rejoindre autour du plateau pour un cadrage introductif de notre sujet. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais me tourner vers vous pour commencer. Rémi Théry, vous êtes donc chargé d'appui territorial Petite Ville de Demain au sein de la Banque des Territoires. Donc, au quotidien, vous suivez cette question de la soutenabilité financière des projets de revitalisation. Et ma première question va être un peu une question de définition. Comment est-ce qu'on différencie la soutenabilité financière de la commune et la soutenabilité financière de la démarche de revitalisation ? Je pense que la soutenabilité financière, c'est quelque chose qui s'imbrique en fait dans la revitalisation des territoires. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un projet de revitalisation, il est nécessaire dans un premier temps de réfléchir à la soutenabilité et de la réfléchir pour être la plus optimisée possible. Je vois la soutenabilité financière comme le fait d'allouer des finances pour les projets actuels, tout en évitant d'amenuiser, de diminuer les finances pour les projets à venir. Et en fait, pour moi, la soutenabilité financière, ça peut être un nouvel outil, un outil supplémentaire pour les élus qui vont devoir trancher entre différents projets et qui vont devoir en fait essayer de faire sortir les projets les plus intéressants pour leur territoire et pour avoir des finances les plus saines possibles à la fin. Finalement,
Qu'est-ce qui est aussi crucial d'avoir... pourquoi est-il si crucial d'avoir aussi une vision plus élargie, c'est-à-dire de pas simplement se focaliser sur le périmètre communal, mais dépasser cela en intégrant notamment des financeurs, des partenaires? Pour moi, encore une fois, la soutenabilité financière, c'est quelque chose où, d'ailleurs, la revitalisation des territoires en règle générale, c'est quelque chose qui doit être multipartenarial. Des fois, on a l'impression, à première vue, que lorsqu'on revitalise le territoire, on se retrouve seul face au monde, face à tout le monde. Et ce qui est important, c'est de se souvenir qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui sont là pour vous accompagner, pour notamment aussi porter la charge financière de certains projets. Je vais sortir certainement 2 exemples. Le premier, c'est, imaginons une collectivité qui souhaite créer du logement social pour faire revenir des familles, pourquoi pas dans le centre-ville. La collectivité ne va pas avoir la charge financière de tout ça. C'est-à-dire qu'elle va faire supporter la charge financière sur un organisme de logement social. Donc en fait, le territoire va avoir un rôle qui va plutôt être un rôle de suivi de projet, de mise en relation ou d'accompagnement. Donc c'est uniquement en mettant du temps humain en face du projet qu'on va réussir à faire sortir ce projet qui aura in fine un impact sur la revitalisation du territoire. Un autre exemple peut-être, c'est celui d'une collectivité qui souhaite réaménager ou aménager un nouveau quartier. Et bien dans ce cas, on va demander, on va demander les services d'un aménageur privé ou pourquoi pas d'un établissement public foncier. Dans ce cas-là, c'est des métiers qui sont très spécifiques, qui ont besoin on a besoin de ces personnes-là pour faire sortir ces projets, mais ce sont aussi les personnes qui vont avoir la charge financière de tout ça. Si la collectivité devait acheter les terrains, les remettre en état, construire dessus et revendre les lots, le budget de la collectivité serait vraiment diminué sur 3-4 ans, le temps que l'aménagement se fasse dans sa globalité. Et donc le fait que ces aménageurs-là prennent la charge financière de ces projets, je pense que les budgets des collectivités sont assainis et ça facilite derrière les choses pour la revitalisation. On entend dans votre réponse l'importance de s'entourer pour ne pas porter seul la charge des projets et donc pour ne pas bloquer les possibilités d'action en fait de la commune. On entendait aussi dans votre première réponse l'idée de la stratégie financière comme un outil pour prioriser des actions et pour les faire advenir. Mais dans tout ça, il reste toujours une part de la charge apportée pour la collectivité. Comment est-ce que la collectivité peut faire pour prévoir sa capacité à porter ce reste à charge et donc ne pas se bloquer, comme vous le disiez plus tôt? Je pense que c'est un vrai sujet pour la Banque des Territoires sur tout ça. Il y a 2 cas, à mon avis. Il y a le cas où une collectivité a une capacité d'autofinancement qui est assez forte. Et dans ce cas, parce que le projet est important et parce que c'est certainement une priorité dans sa politique de revitalisation, elle viendra consommer cette capacité d'autofinancement pour que le projet puisse sortir. Dans ce cas-là, c'est une possibilité, mais il faut faire attention parce que la collectivité va donc puiser sa capacité d'autofinancement et ne pourra pas la réutiliser pour les projets qui arriveront plus tard. L'autre cas, c'est si la collectivité souhaite réaliser un emprunt. Et là, la Banque des Territoires a une spécificité, c'est qu'en fait, on ne vient pas financer de la trésorerie, on vient vraiment financer les projets. Ce qui fait qu'on s'intéresse fortement au projet, et c'est là où aussi on va pouvoir peut-être donner des billes aux collectivités, parce qu'on souhaite que le projet soit le plus intéressant pour l'intérêt général de tout le monde. Et donc, si on doit donner quelques exemples, il y a par exemple la réflexion sur l'amortissement qui est important. C'est-à-dire qu'il faut que le projet puisse s'amortir financièrement sur la durée de vie du projet. L'exemple même, c'est je rénove un bâtiment énergétiquement. Cette rénovation, elle va durer entre 15 et 20 ans en fonction des matériaux dans le temps. Il faut que mon amortissement, que ce soit un emprunt ou que ce soit de la capacité d'autofinancement, il faut que l'amortissement il soit prévu sur la durée de vie du projet. Ce qui fait qu'à la fin de vie du projet, on va retrouver cette capacité d'autofinancement qu'on avait avant, on va retrouver l'emprunt, on va avoir fini de rembourser nos dettes, ce qui fait qu'on va retrouver une finance saine. Dernière chose, je pense que c'est important aussi de manier des outils, des nouveaux outils, notamment je pense au plan pluriannuel d'investissement, qui va permettre en fait à la collectivité de poser sa stratégie sur plusieurs années. Et ce PPI, il va avoir comme rôle de trancher, de vraiment accompagner les élus dans trancher pour les projets à prioriser
et ceux qu'on doit peut-être mettre en second plan si uniquement les finances des collectivités sont vraiment saines. On entend vraiment dans votre réponse la question du temps long et de la stratégie financière sur le temps long, et également là de cette question de la stratégie financière comme un outil pour échelonner, prioriser, phaser en fait son projet de revitalisation pour le rendre le plus faisable possible économiquement. Et je vais me tourner vers vous, Thierry Mougin. Donc vous êtes conseiller à la direction régionale des finances publiques auprès des collectivités locales de notre région. On a abordé avec Rémi Théry cet équilibre entre fonctionnement et investissement et cette question de la capacité d'investissement. Quand on investit dans une stratégie de revitalisation, pourquoi est-ce que c'est si important de prévoir les impacts d'un investissement sur son fonctionnement ? À nouveau sur cette question du long terme au final. Alors effectivement, quand une collectivité décide de faire un investissement, il y a le premier aspect qui est est-ce que j'ai la capacité de financer l'investissement que je réalise ? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire je mobilise mon épargne, ma capacité d'autofinancement, je mobilise d'autres financements publics, c'est-à-dire les subventions d'investissement, mais également l'emprunt. Donc ça, c'est ce que l'on fait souvent lorsque on a un projet d'investissement. C'est le premier élément et c'est le socle de toute politique d'investissement. C'est est-ce que j'ai les moyens de financer l'investissement que je veux faire ? Mais cette première question, elle n'est pas suffisante. Parce que je dois aussi me poser la question suivante, c'est-à-dire, je vais réaliser un investissement. Je peux le financer. Très bien. Maintenant, quel va être l'impact de cet investissement sur mon fonctionnement courant, sur les finances locales de la collectivité locale? Deux choses. La première, c'est les recettes, c'est-à-dire est-ce que cet investissement va générer des recettes ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que cet investissement va me coûter avec des charges supplémentaires en termes de personnel, par exemple. Si je décide de rénover ma piscine, par exemple, et que je vais ouvrir à des créneaux un petit peu plus longs, il faudra que j'ai un peu plus de personnel. Si je rénove ma piscine et que j'ai un bassin un petit peu plus important, je vais avoir des frais de fluide plus importants. Donc, l'objectif dans un investissement, c'est bien de se poser ces questions, c'est-à-dire l'investissement que je vais réaliser, comment va-t-il peser ensuite sur mon fonctionnement, parce que je dois aussi assurer le fonctionnement d'autres services publics. Et justement, vous avez parlé, on a mentionné là notamment le fait d'avoir un projet, une stratégie saine, de connaître du coup justement sur le temps long comment est-ce qu'on allait investir, mais donc ça implique effectivement, vous l'avez mentionné, de l'emprunt, ça veut dire potentiellement une dette. Comment est-ce qu'on fait pour dédramatiser cette dette et faire en sorte que ce soit plus seulement une contrainte ? Ça en devienne un outil peut-être. Effectivement, l'emprunt, peut-être plus que la dette, parce que les mots aussi ont de l'importance. En France, le terme de dette est péjorativement marqué. L'emprunt, c'est la capacité qu'a tout acteur économique de mobiliser de l'épargne qui est dans un établissement bancaire au profit de son projet d'investissement. Les particuliers empruntent quand ils ont des gros projets d'investissement. Quand on achète une maison, on emprunte. Les entreprises ont aussi une logique d'emprunt quand ils ont des projets d'investissement. La collectivité, c'est la même chose. Et effectivement, il faut dédramatiser la notion d'emprunt parce que trop souvent, on entend des collectivités qui disent « moi, j'ai un projet, mais j'ai pas envie de m'endetter ». Alors, la première démarche, elle est louable. La première chose, c'est de se dire « je suis responsable des deniers publics, donc je dois faire attention aux engagements que je prends parce que, in fine, quoi qu'on fasse, c'est toujours la population qui, à un moment donné, finance ce genre d'opération par l'emprunt ou par les différentes taxes ou redevances. Donc ça, c'est le premier élément. Mais ensuite, je pense que sur l'emprunt, il faut le regarder plusieurs choses. Il faut déjà regarder l'équilibre dans mon projet d'investissement. C'est pas la même chose si, comme vous le disiez, je mobilise de l'épargne ou si je fais que de l'emprunt. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en ligne de compte. Le deuxième élément, c'est quelle est la situation de ma collectivité ? On parlait tout à l'heure de la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'épargne que j'arrive à dégager chaque année. Et nous, lorsqu'on calcule des ratios d'endettement, on ne regarde jamais un stock de dette pur
ce qu'on rapporte toujours, ce stock de dette, à la capacité d'autofinancement ou aux recettes de la section de fonctionnement. Et là, on calcule un ratio, d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, qui permet de mesurer la durée de remboursement qui est la plus sécurisée possible. Et en règle générale, on considère, c'est plutôt les chambres régionales qui considèrent, et nous alignons sur ce qu'ont considéré les chambres régionales, c'est qu'en dessous de 8 ans, de remboursement d'emprunt sur sa capacité d'épargne, une collectivité est dans une situation saine d'endettement. Donc je crois que c'est vraiment ce message-là qu'il faut faire passer aux collectivités, parce que quand on regarde dans un regard un petit peu macroéconomique, les collectivités locales ne sont pas globalement très endettées. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations particulières qui nécessitent une certaine intervention. Je regarde du niveau macroéconomique et je pense que dans le choix d'investissement, la collectivité doit regarder surtout ce point, c'est-à-dire quelle est ma capacité de désendettement. Et est-ce que du coup, je garde un peu une poire pour la soif pour les autres projets ? Vous l'avez dit, parce qu'on a rarement un seul projet. Il y a plusieurs besoins qui s'expriment de la part de la population. Donc la première chose, c'est de regarder ça. Et puis la deuxième, c'est d'avoir une relation de confiance avec les établissements bancaires avec lesquels on travaille, en sachant que il existe aussi des outils financiers qui sont plus ou moins avantageux sur des investissements un peu spécifiques. Je pense par exemple à tous les travaux sur l'eau et l'assainissement. Il existe des dispositifs à la fois pour prêter sur une période plus longue et avec des taux d'intérêt qui peuvent être plus intéressants. Puisque là, on est sur des investissements qui sont longs, qui sont lourds, qui sont indispensables à la population. Donc, il existe certains outils. Donc, je pense qu'on peut dédramatiser cette notion d'emprunt et le fait d'avoir recours à l'emprunt, c'est pas un signe de mauvaise gestion, c'est au contraire la preuve qu'en ayant mesuré les risques, eh bien, on réalise des investissements que tout seul on ne pourrait pas réaliser. Je pense qu'on a bien entendu dans cette conférence introductive donc les questions de temps long et de stratégie sur le long terme. Également la manière dont il est important de s'entourer de partenaires, d'établissements bancaires pour avoir accès à des moyens de financement divers et variés qui ne sont pas la seule caisse de la commune. Et puis enfin, on a bien entendu en fait comment cette question de la stratégie financière, c'est une question hautement politique parce qu'elle définit les investissements, les aménagements qui vont pouvoir être réalisés et donc elle définit finalement un peu toute la stratégie de revitalisation de la commune. Donc je vous propose que pour parler un petit peu plus de cette question de la manière dont on fait sa stratégie financière, définit la stratégie de revitalisation, on invite à nous rejoindre deux élus. Donc Stéphane Sanchis et Jacques Brillat, je vous invite à nous rejoindre sur le plateau. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Donc pour cette séquence, on va se pencher sur vos expériences, sur vos communes et vos stratégies de revitalisation. Donc Créon et Castillon sont toutes deux assez avancées dans leur stratégie, elles sont toutes deux passées à l'opérationnel, à la phase où on engage le plus de frais. Donc c'est deux stratégies politiques de revitalisation qui vont avec deux stratégies de financement. Donc vous abordez différemment cette question de la soutenabilité. Je me tournais vers vous pour commencer, Monsieur Sanchis. Donc, vous êtes deuxième adjoint au maire de Créon, en charge des finances communales et du budget. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le territoire de Créon, son projet de revitalisation et un peu sa stratégie financière? Avec plaisir. Alors, Créon, c'est une commune girondine qui est située à 20 km de Bordeaux dans son aire d'influence, dotée de près de 5000 habitants. Elle est la commune centre de la communauté des communes, qui comporte 15 communes et qui regroupe environ 19 000 habitants. Cependant, elle rayonne largement autour par un bassin de vie d'environ 28 000 habitants. Grâce à ses services, ses commerces et ses associations, plus de 80 associations à Créon, ça lui a valu d'intégrer le programme Petite Ville de demain en 2021. La convention d'adhésion a été signée en avril 2021. La convention cadre dite d'objectifs a été signée en 2022. Notre convention est en phase opérationnelle depuis 2 ans, mais nous en avons tiré déjà plusieurs enseignements. 2023, qui a été la première année de mise en œuvre de la convention, a été une charnière pour l'investissement des collectivités territoriales
qui ont dû faire face à une inflation sur les produits, les services et les fluides, grevant les budgets de fonctionnement et augmentant les budgets des investissements programmés, retardant plusieurs projets. La commune de Créon ne fait pas exception à la règle. C'est pourquoi le projet de médiathèque, présenté lors du dernier comité des financeurs en février 2024, a été suspendu. Nous sommes passés de l'équipement public à l'espace public. Nous en reparlerons plus tard. Super. Merci beaucoup. Donc, pour prévoir on a parlé de soutenabilité économique en introduction, on a parlé justement de tout ce qui est le fait que ce soit essentiel de connaître aussi cet équilibre fonctionnement-investissement. Comment est-ce que ça devient finalement une volonté politique aussi sur la commune de Créon de constituer cet équilibre fonctionnement-investissement? Alors tout d'abord, il faut que je fasse amende honorable. Notre plan d'investissement en 2022 était ambitieux, voire très ambitieux. Il a été mis à mal par deux éléments extérieurs. Tout d'abord, l'inflation avec une hausse des prix et des fluides, on en a parlé tout à l'heure, et des matériaux très importants. Et ensuite, une hausse des taux d'intérêt. Bien entendu, l'inflation a également joué sur les projets déjà en cours. Une cuisine centrale avait été lancée en 2021. Cette cuisine centrale, au départ, a coûté 1,9 million. Nous sommes aujourd'hui à 2,3 millions et l'ensemble des factures ne sont pas payées. Donc c'est plus cher que ce que nous avions prévu, notamment lors de nos demandes de subventions, à cause des coûts des matériaux et de la révision des marchés. Forcément, cela obère les investissements qui suivent. Par ailleurs, la programmation de nos investissements avait pris un certain fonctionnement, puisque lorsque un bâtiment est créé ou réhabilité, il consomme, il a besoin de personnel, de fluides, de contrats d'assurance, dans le cas d'une cuisine, de denrées. Bien qu'il soit prévu, nous nous apercevons qu'il était sous-dimensionné par rapport au prix actuel. Lorsqu'il a été question d'enchaîner sur le projet investissement, je vais reprendre l'exemple de la médiathèque, nous avons également fait un prévisionnel de fonctionnement. Et en fait, on a arrêté ce projet, non pas par rapport à l'investissement. La médiathèque, c'était 3 millions d'euros pour Créon, mais subventionné à 80%. Donc, il fallait qu'on trouve 600 000 euros. 600 000 euros, c'est déjà pas évident. Mais bien évidemment, ce qui nous a fait réfléchir pour différer le projet, c'est les coûts de fonctionnement. Les coûts de fonctionnement étaient de l'ordre de 200 000 euros. Voilà. Donc, on entend bien dans votre réponse cette question dont posait Maïwenn tout à l'heure, de prévoir l'impact sur l'investissement, sur le fonctionnement de ces investissements, et puis la manière dont parfois nos prévisionnels se confrontent à des réalités qui sont mouvantes. Et donc, il y a toute cette question de l'adaptation des stratégies de revitalisation qui s'impose à nous. Et je vais me tourner vers Jacques Bria aussi pour nous en parler de cette question des prévisionnels et de l'adaptation. Donc, vous êtes maire de Castillon-la-Bataille, où la démarche de revitalisation est en cours depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, vous êtes complètement dans l'opérationnel. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots donc le territoire de Castillon, cette stratégie, et puis votre stratégie financière qui va avec? Le territoire de Castillon, la commune elle-même fait 3200 habitants. Elle est située dans une intercommunalité que je préside, qui est l'intercommunalité de Castillon-Pujol, qui fait 19 500 habitants. On est dans un territoire rural avec une particularité, grande difficulté de la ville-centre, qui s'est paupérisée au fur et à mesure de son histoire avec des marqueurs de fragilité sociale qui sont extrêmement importants. 25% d'allocataires du RSA, un taux de chômage de 27% qui monte à 41% chez les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, à la fois une ville qui a un potentiel, et notamment un potentiel bâti patrimonial extrêmement fort, avec une véritable attractivité, qui dispose d'une gare, qui est un élément stratégique en termes de mobilité, et puis des difficultés que je viens d'évoquer. D'où le projet de revitalisation. Et puis, si vous me le permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais remettre tout ça en perspective. Parce que ici, nous ne traitons que d'un des aspects ou d'un des facteurs clés de succès. Évidemment, il est important, c'est la stratégie budgétaire et financière de nos collectivités. Mais il faut quand même rappeler que tout cela ne peut exister si, à la base, il n'y a pas un projet politique. Et ce projet, il doit être partagé. Et ça, c'est très important. Non seulement par la commune, par l'intercommunalité, ça va de soi, mais aussi par les autres échelons que sont les collectivités départementales, régionales et l'État,
qui est ici présent à nos côtés. Et donc, c'est d'abord cela, un projet de revitalisation, avant d'être une traduction opérationnelle et financière. Deuxième élément, un processus de revitalisation doit s'appuyer sur de l'ingénierie et de l'expertise. Or, dans nos collectivités, je parle des strates qui sont les nôtres, souvent, ce qui pêchait au départ, nous on a commencé en 2017, c'est l'absence d'expertise. Dans le cadre de Petites Villes de demain, on a pu avoir, et grâce aussi au soutien sur les études sectorielles de la Banque des Territoires avec qui on a travaillé, on a pu accéder à de l'expertise qui était nécessaire pour pouvoir gérer ces processus complexes parce qu'ils sont systémiques. La revitalisation, ça ne concerne pas que l'habitat ancien, ça concerne les espaces publics, ça concerne des quartiers entiers sur lesquels on a identifié des îlots, ça concerne aussi des aspects sociaux et inclusifs, et donc ce processus complexe, on a besoin de techniciens pour le gérer. Et puis, dernier élément, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est la stratégie de soutenabilité budgétaire de tout ça. Parce qu'à un moment donné, on fait des études, mais comme je dis souvent, on fait beaucoup d'études dans ce pays, et à mon avis, parfois un peu trop. Le rôle des élus, c'est pas simplement de faire des études, c'est aussi de conduire des projets qui, concrètement, parle à la population dans le cadre d'un projet global qui est souvent un projet de moyenne durée. On reviendra sur cette question. Et donc, la stratégie, en tout cas pour ce qui concerne ma commune, elle a été construite à partir de 2008. Alors, je rappelle toujours ça. 2008, quand à l'époque j'étais adjoint aux finances, on a une CAF négative, on a une commune qui s'est endettée, on a des charges de fonctionnement importantes. Et pendant plus de 10 ans, que dis-je, puisque de 2008 à 2022, la stratégie a été la suivante, désendettement, et on ne touche pas à la fiscalité, tout en disant aux habitants qu'on utilisera les leviers que sont l'emprunt, vous aviez raison de le souligner sous cette acception, l'emprunt d'un côté et la fiscalité de l'autre, le jour où le projet est mature. Ça n'est arrivé qu'en 2022. Donc, il a fallu entre les deux beaucoup de patience avec une ligne de stratégie budgétaire très claire pour préparer notre capacité à financer les projets de revitalisation de centres-bourgs. Et quand nous avons atterri en 2022 sur cette nécessité, les élus ont pris leurs responsabilités. On a augmenté de 10,3% la taxe foncière. Donc, c'est sur le foncier bâti, donc c'est un choix important. On n'y avait pas touché depuis 2008, mais on l'a fait. On a évidemment mobilisé aussi l'emprunt et on a pu tenir aux habitants du territoire un discours très clair. Si nous actionnons le levier fiscal, si nous actionnons l'emprunt, c'est parce que nous avons un projet construit sur plusieurs années. Et je crois que c'est très important parce que à partir de ce moment-là, bien, les habitants de la ville concèdent plus facilement à des efforts de fiscalité quand ils savent qu'il y a un projet global, sérieux, sur 10 ans. C'est le cas du projet de revitalisation. Et vous, pardon. Je vous en prie. Non, j'allais rebondir. Donc là, vous venez de nous décrire effectivement l'environnement aussi sur lequel vous appuyez à l'échelle, que ce soit politique, les financeurs, banques, etc. Et aussi, vous nous avez parlé, c'était la question suivante, et vous y avez répondu sur justement l'expertise aussi en interne, le fait d'avoir une équipe qui vous suive, qui comprenne le projet, de faire grandir cette expertise aussi. Comment vous, sur Crayon, ça se passe justement, comment est-ce qu'on construit cette culture, cette méthode de travail avec ces équipes techniques, quels outils aussi on peut utiliser pour tout ça? Je crois que pour moi, il y a en tout cas pour Crayon, il y a deux choses. C'est la consolidation du fonctionnement et la structuration des services. Donc, pour réaliser des économies, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on augmente ses recettes, ce qui est plus facile qu'à dire qu'à faire, et ensuite, après, on structure les services. De notre côté, nous avons essayé de faire les deux en mettant en place de nouvelles taxes prévues dans le cadre de notre convention, des friches commerciales, du foncier rendu constructible au PLUI, des règlements d'occupation du domaine public, l'augmentation des impôts locaux, et par contre, la diminution de nos dépenses de fonctionnement dans divers domaines. Parce qu'avant de parler de nos recettes, ce qui est toujours très bien, il faut aussi parler de nos dépenses et quels sont les moyens qu'on a pour réduire nos dépenses. Il faut comprendre, en tout cas à Crayon, je ne sais pas à Castillon, mais il faut comprendre que c'est un vrai changement de pratique que l'on effectue. Les communes sont plus habituées à administrer, à gérer plutôt qu'à investir. Par ailleurs, nous faisons d'ordinaire des investissements que nous permettait notre autofinancement.
avec peu de subventions extérieures. Il faut donc réaliser un changement de pratique pour les élus, mais également pour les services qu'il faut structurer autour de ces projets à long terme. Le suivi et on va en parler tout à l'heure, le suivi des projets demande de l'ingénierie à long terme. Merci. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou est-ce que... Moi, je souscris à ce qui vient d'être dit. Il faut évidemment concentrer à la fois les efforts sur les politiques d'investissement tout en essayant, et c'est évidemment difficile parce qu'il y a de la rigidité budgétaire dans nos budgets. Quand un ministre négocie des points d'indice supplémentaires pour la fonction publique territoriale, nous enregistrons l'évolution de la masse salariale, nous ne la pilotons pas. Et donc, on est soumis, comme ça, je pourrais prendre d'autres exemples, à des logiques qui sont largement exogènes. Mais ce qui est important, c'est que le projet d'investissement puisse, de mon point de vue, faire appel à tous les leviers possibles. Et il faut considérer que, de ce point de vue, le travail est nécessairement partenarial. Voilà. Il est partenarial parce que la collectivité doit faire l'effort aussi et doit démontrer sa capacité à dégager de l'autofinancement. C'est très important, c'est la crédibilité. C'est un peu comme quand un entrepreneur va voir un banquier. S'il arrive en lui disant « j'ai zéro, il faut me prêter la totalité de la somme », vous savez, les banquiers, souvent, ils peuvent être un peu frileux au regardant en se disant « bon ». Et donc, on doit démontrer cela. On doit démontrer des efforts qui démontrent notre capacité à autofinancer. Et puis ensuite, le travail est partenarial. Le travail partenarial, ce sont les autres niveaux de collectivité, je l'ai dit, avec des subventions. Ce sont les banques, je l'ai dit aussi, en l'occurrence la relation avec la Banque des Territoires. Mais ce sont aussi des processus qui permettent d'externaliser un certain nombre d'acquisitions foncières. Je pense notamment à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, qui, en ce qui concerne Castillon, a apporté une enveloppe d'1,2 million d'euros, c'est pas rien, hein, qui donc était externalisée sur un budget, pour pouvoir retravailler les 5 endroits, 5 îlots dégradés de la ville, et donc faire ces acquisitions foncières nécessaires à la suite. Vous voyez ? Et pour cela, il faut un projet global. Voilà, c'est le message que je fais passer. La force de la revitalisation de centre-bourg, c'est d'avoir une vision globale, moyen terme, qui permette d'embarquer la totalité des partenaires. Alors évidemment, il y a des surprises en cours de route. Il y a les surprises que nous enregistrons nous. Hein, on a parlé des hausses de fluides, des hausses des matières premières. Évidemment, on les a enregistrées. Il y a des surprises aussi qu'on enregistre parce que certains partenaires sont en difficulté financière. Je pense au conseil départemental de la Gironde avec la baisse extrêmement forte des droits de mutation qui vient directement impacter le budget du département. Le département, c'est quand même un partenaire très important pour nous. Et donc, on doit piloter tout ça. C'est pour ça qu'on fait des plans pluriannuels d'investissement avec les services de la DRFIP qui nous ont aidés à monter cet outil de pilotage qui nous permet de suivre, d'enregistrer, oui, comme dans toute gestion de projet, des indicateurs qui ne sont pas dans le scénario de départ, de corriger, de faire des choix sur la durée des investissements. Ça peut être de les différer, ça peut être d'en abandonner certains, d'en prioriser. Et c'est ça, en fait, le rôle, et c'est l'aspect passionnant de ces projets structurels, c'est d'avoir cette capacité à piloter toutes les dimensions, finalement, de cette revitalisation. Vous nous parlez du travail partenarial et de la manière dont ça peut alléger la charge de la collectivité et le côté essentiel d'avoir ce projet partagé pour avoir un travail partenarial. Je me tourne vers vous, Monsieur Sanchis. Comment est-ce qu'à Créon, on a mobilisé les partenaires autour du projet de revitalisation comme on en discute ? Alors, aller chercher des aides extérieures, cela signifie intégrer au projet d'autres injonctions et suivre le projet avec des partenaires financiers et techniques. C'est en cela que l'ingénierie mise à disposition dans le cadre de PVD a été extrêmement précieuse. Nous avons quelqu'un dédié à la mobilisation des ressources extérieures et qui comprend la méthode du projet attendue par les acteurs. Nous avons mis en place une gouvernance avec 2 rendez-vous annuels dont l'un permet d'évoquer nos projets avant le dépôt des demandes de subvention. Cependant, il paraît compliqué aujourd'hui de réaliser des investissements sur un ou plusieurs mandats avec des subventions et des engagements de partenaires annuels, au compte-gouttes en fonction des disponibilités budgétaires. Nos projets sont pluriannuels. Entre les études, la réalisation et le versement des subventions, il peut se passer 3 ou 4 ans durant lesquels cette trésorerie avance une grande partie des frais. Il est parfois compliqué de faire coïncider les calendriers, surtout lorsque plusieurs projets se succèdent. Là, vous abordez une question où j'allais vous poser la même question à tous les deux juste après.
Depuis tout à l'heure, depuis que ce webinaire a commencé, on se parle de moyen terme, on se parle de stratégie à vision longue. Et il y a un décalage souvent, en fait, Monsieur Breillat, on en a discuté en entretien préparatoire, entre la temporalité des stratégies de revitalisation et la temporalité de la comptabilité de l'État. Ce décalage, il peut représenter un frein, une difficulté pour vos stratégies. Est-ce que vous voulez développer un peu sur ce sujet qui a été abordé par Monsieur Sanchis? Il y a là sans doute quelque chose de contradictoire. D'un côté, et c'est son rôle de nous stimuler, notamment par des politiques publiques ensemblières, l'État nous invite à penser loin. Alors, quand on est dans cet exercice où on pense loin, tout de suite, il y a une question qui affleure, c'est la question de l'annualité budgétaire. Voilà. Alors, on comprend que, pour des raisons démocratiques aussi, on ne puisse pas engager nécessairement les moyens de l'État sur une pluriannualité, parce que les majorités peuvent changer, on l'a vu encore récemment. Mais nous avons besoin, dans ces processus, de stabilité. C'est extrêmement important. On ne peut pas, et je crois que c'est le message vraiment que je souhaite faire passer ce matin, on ne peut pas se lancer dans des projets aussi complexes dans leurs dimensions, dans leurs approches normatives, réglementaires, budgétaires, sans avoir un peu de visibilité. Parce que nous sommes comptables, nous élus, du contrat démocratique local. Nous sommes engagés auprès des habitants de nos territoires. Et donc, nous avons besoin d'assurer que le projet que nous portons n'est pas un projet illusoire, mais que c'est bien un projet qu'on peut décliner profondément, année après année, dans une logique qui est une logique où le mouvement engagé ne doit pas se tarir. Et donc, c'est vrai qu'il est souvent difficile pour nous de recourir. Alors, je dis l'État, mais je ne voudrais pas être trop caricatural. C'est aussi vrai pour un certain nombre de nos partenaires, collectivités territoriales. Mais le renvoi à l'annualité nous oblige à un exercice épuisant, je le dis, chaque année de devoir justifier, alors que le projet est global, qu'il a été élaboré avec les partenaires, il a donc été partagé. Et chaque année, on a un peu l'impression de devoir passer avec la CIBI pour venir demander des moyens ou le maintien des moyens sur nos projets. C'est pour ça d'ailleurs que je le dis très clairement, le rôle du réseau préfectoral est essentiel pour nous parce que nous avons des interlocuteurs de proximité en sous-préfecture et que nous pouvons, dans cette logique-là, travailler avec eux pour maintenir ou garantir les financements. C'est vraiment essentiel. Nous sommes, nous, soumis à un cycle qui est le cycle électoral. Quand nous montons des projets de revitalisation de centre-bourg, nous nous extrayons de ce cycle électoral, parce que un projet de revitalisation, ça ne peut pas porter sur un mandat, c'est totalement impossible, c'est 2, 3 mandats. Donc il faut qu'on soit aussi accompagné pour que on puisse garantir l'effectivité, puis que nos équipes techniques passent leur temps sans doute à des actions plus utiles que celles de devoir justifier chaque année de demandes complémentaires qui sont faites en matière budgétaire. À partir du moment, évidemment, où le projet est porté sérieusement, ce qui, je pense, est le cas dans beaucoup de collectivités. Vous faites tous les deux ce constat de cette asymétrie qui peut représenter un frein, qui peut être, vous l'avez dit, épuisant pour les équipes élues et les équipes techniques qui y travaillent énormément. Et dans ce contexte qui est aujourd'hui comme il est, pour chacun dans vos communes, quels sont les facteurs de réussite pour aller au-delà et pour garantir la soutenabilité de la stratégie au long terme, malgré ce temps annuel? Je ne sais pas si l'un de vous a des éléments de réponse. Moi, j'ai, en ce qui concerne les politiques publiques dans lesquelles nous évoluons, j'ai 2 souhaits. Je vais les exprimer très clairement et très rapidement. Le premier souhait, c'est qu'il y ait une réelle évaluation de l'ensemble des dispositifs Petites Villes de demain. Alors, je jette un pavé dans la mare. Il y a des territoires, parce que j'échange beaucoup avec des collègues d'autres territoires, il y a des territoires dans lesquels le label Petite Ville de demain est vécu quasiment comme une malédiction. Voilà, je dis les choses. On a implémenté et financé de l'ingénierie sur des territoires où le projet politique n'est pas porté, par exemple parce qu'il y a une difficulté entre la ville-centre et l'intercommunalité, et où à un moment donné, les conditions budgétaires prérequises ne sont pas là. Moi, j'ai des propositions concrètes. Je dis, si nous sommes efficients, et je pense que nous devrions l'être, surtout dans cette période de restriction budgétaire, il faudrait que les moyens qui ont été dévolus à ces territoires, sur lesquels il n'y a pas de logique d'amorçage,
soit concentré sur les petites villes de demain où les logiques d'investissement sont enclenchées. Première proposition. Et puis deuxième proposition, dans le maillage des politiques publiques de l'État, l'inégalité flagrante aujourd'hui entre les territoires pauvres ruraux et la pauvreté urbaine. C'est vraiment quelque chose qui devient insupportable pour le maire que je suis. Moi, j'ai largement rempli les critères de pauvreté pour entrer dans un quartier prioritaire politique de la ville. Simplement, l'aire urbaine de 10 000 habitants n'est pas là, donc je n'ai pas la capacité d'accéder. Et donc, mon territoire, et à travers mon territoire, les habitants de ce territoire, n'accèdent pas à un certain nombre de mesures qui vont au-delà du droit commun et qui sont dévolues à quartier politique de la ville. Je ne demande pas, évidemment, vous vous en doutez, qu'on déshabille les QPV pour habiller les territoires comme les nôtres, mais je considère qu'aujourd'hui, il y a une inégalité flagrante. C'est 5,5 millions de Françaises et de Français qui vivent dans des territoires ruraux, qui sont en situation de pauvreté et qui ne sont pas prises en compte avec des mesures allant au-delà du droit commun. Nous devons avoir une véritable réflexion sur cette question, parce que c'est plus de la moitié des Français concernés, en tout cas la moitié au moins supérieure à celle qui est en quartier politique de la ville, et dans une nécessité d'égalité des citoyens et d'égalité de traitement du phénomène de pauvreté, je pense qu'on devrait concentrer plus de moyens sur les territoires en difficulté qui se lancent dans des démarches de revitalisation de centres-bourgs. Monsieur Sanchis, est-ce que vous voulez réagir sur cette question? Tout d'abord, je voudrais juste dire que je souscris totalement à ce que vient de dire Jacques Breillat et que pour moi, la complexification du suivi des projets et le rallongement des délais, c'est le principal frein à la démarche. Le suivi des subventions notamment, et ce que ça réclame des équipes, en plus du suivi du projet et du suivi administratif, est très lourd. Chaque partenaire a des attentes différentes en matière de justificatifs notamment, et même si on les anticipe dès le début, que l'on fait les demandes d'acompte dans les temps, il y a forcément une surcharge à un moment donné sur les services internes lorsque plusieurs projets sont en cours en même temps. C'est la question de la trésorerie, absolument, aussi, absolument. Sur laquelle, évidemment, avant d'être dans ces politiques ambitieuses d'investissement, on ne réfléchit pas toujours à cette question importante de la trésorerie, du fonds de roulement. Et donc, on a la nécessité, là pour le coup, avec les services de la DRFIP, de travailler sur ces questions pour ne pas se mettre en difficulté aussi dans ces politiques ambitieuses d'investissement. Et dernier point que je rajouterais, il est quelquefois difficile d'obtenir les factures de certains fournisseurs. Ah oui. Voilà. Et donc, il y a une multitude de partenaires avec qui travailler et donc une multitude de freins qui peuvent émerger de ces différentes manières de travailler avec différents partenaires. Et je sais que là, ça fait réagir autour de la table, rien contre vous. Donc, je suis sûre que ça fera aussi réagir du côté de nos participants. Donc, que vous soyez élu ou technicien, il y a certainement des choses dans ce qui est dit qui résonnent avec vos expériences personnelles. Et je voudrais me retourner un petit peu vers tous autour de la table parce que donc aujourd'hui, on a un côté élu et puis aussi un côté financeur parce que la Banque de Territoire et l'État financent les projets de revitalisation. Donc là, c'est une question ouverte de justement dans ce contexte de nécessaire soutenabilité des processus de revitalisation. Comment est-ce qu'on accueille et on travaille avec des acteurs qui ont pour objectif de challenger un peu la maquette financière des projets, d'en tester la faisabilité. Comment est-ce que cette relation, elle se construit? Si l'un de vous peut bien se lancer. Nous, Banque des Territoires, on apprécie beaucoup en fait travailler avec des personnes qui challengent les maquettes, notamment parce que, comme je l'ai dit auparavant, la Banque des Territoires aime travailler avec des projets qui sont les plus importants et plus intéressants pour tout le monde, pour l'intérêt général. Et en fait, si on arrive à challenger la maquette financière avant, on va être sûr et certain que là où on va, ça va être du sérieux pour tout le monde et que personne ne va se planter, clairement. Que la collectivité va y gagner, que tout le monde va y gagner, que la population, in fine, y gagne. Et donc, on apprécie beaucoup travailler avec ces personnes-là, on les déploie nous-mêmes en finançant les ingénieries. Et au final, je pense que ça rend du positif à tout le monde. Du côté élu, ça vous semble... Je crois que la phase de diagnostic qu'on a tendance parfois à qualifier de phase un peu intellectuelle doit être tout sauf intellectuelle. Elle doit fixer des axes, mais elle doit être surtout préopérationnelle. En ce qui nous concerne, le chiffrage a été fait de l'ensemble de la démarche à la parcelle. C'est aussi une fonction importante que de dire, voilà, on va se lancer dans un projet, mais il est totalement chiffré.
On sait évidemment, comme dans toute gestion de projet, qu'on aura des surprises, des bonnes, des moins bonnes en cours de route. Ça fait partie de la gestion de projet elle-même. Mais je crois que c'est très important qu'il y ait d'abord un alignement stratégique entre les collectivités qui ont partagé le diagnostic, premier élément fort, et deuxième élément, que ce diagnostic soit chiffré le plus précisément possible, de façon à pouvoir donner aussi des garanties, que ce soit à l'État, au service de la DRFIP quand on travaille sur le plan pluriannuel d'investissement, ou aux banquiers qui nous font confiance. Nous sommes aussi là pour mettre de la précision dans tout ça. Donc, je souscris à ce qui a été dit, et je pense que c'est peut-être aussi toute la difficulté de la phase d'étude, parce que cette phase d'étude, elle doit être vraiment la plus concrète et avec une traduction budgétaire la plus précise possible. Moi, je voulais revenir justement sur les expertises multiples, mais qui doivent concourir au même travail. C'est-à-dire qu'il y a une expertise technique, mais l'expertise financière, c'est-à-dire le chiffrage du PPI, c'est important, parce que ça permet ensuite d'avoir un dialogue parfois rugueux, mais en tout cas souvent constructif avec d'autres financeurs pour pouvoir avancer. Parce que et ça c'est important, parce que si on n'a pas une idée précise du montant de son investissement, eh bien derrière on va avoir du mal à discuter, soit en interne au sein d'un conseil municipal pour savoir ce qu'on mobilise comme épargne, et on va avoir du mal soit vis-à-vis du financeur privé, c'est-à-dire l'établissement bancaire, ou des financements publics pour aller porter le projet. Donc ça, je pense que cette phase en amont de la réalisation des travaux, on a une expertise technique qui est indispensable, parce que c'est quand même la base de tout. Vous l'avez dit, les études et l'expertise technique, on ne peut pas s'en passer. Mais l'expertise financière, c'est-à-dire essayer d'ajuster au mieux, mais là aussi, c'est un exercice qui appelle à la modestie. Vous l'avez évoqué. Quand dans les années 2020, on a fait les projets, on ne pensait pas qu'il allait y avoir la guerre en Ukraine, on ne pensait pas que le Covid allait être là, etc. etc. Donc, toutes ces projections, c'est aussi de la modestie. On a une question d'un participant sur la concession d'aménagement qui est en cours à Castillon-la-Bataille. Est-ce que cette concession, pour vous, c'est un outil de soutenabilité financière ? Alors, c'est un outil extrêmement important. Donc, nous avons fait le choix, je rappelle, juste pour mémoire, d'intégrer notre démarche de revitalisation dans un projet de concession, concession d'aménagement, et en l'occurrence, au terme d'un appel d'offres, c'est la SEM In-Cité, SEM métropolitaine, qui a été retenue pour travailler sur cette concession d'aménagement. Cette concession d'aménagement, c'est 16,5 millions d'euros sur 10 ans. Sur une commune de 3200 habitants, 16,5 millions d'euros sur 10 ans, c'est évidemment considérable. Et j'imagine que derrière la question de la personne qui nous écoute, que je remercie de cette question, il y a la question de la part de la ville. La part de la ville sur la concession d'aménagement, c'est 4,5 millions d'euros sur 10 ans, avec une décomposition qui est la suivante: 2 millions d'euros sur les remises d'ouvrages, puisque c'est aussi la SEM In-Cité qui gère les aménagements d'espaces publics pour notre compte. Et donc, une fois que ces aménagements sont réalisés, elle nous les restitue. Ça, c'est 2 millions d'euros. Et puis, une rémunération de la concession elle-même, pour évidemment son apport pluridisciplinaire. Il y a des juristes, il y a des urbanistes, il y a des groupements de maîtrise d'œuvre, enfin tout ça, il y a des équipes très importantes. C'est 2,5 millions d'euros. Moi, ce que je retiens dans ce projet, en tout cas, et je pense que c'est important aussi de le présenter ainsi aux élus qui composent nos conseils municipaux, c'est que lorsque la ville met 1 euro sur la table, au terme du projet, elle doit être capable de lever 3,6 euros. C'est-à-dire, c'est un effet de levier. Et c'est ce qu'on recherche dans ces projets de revitalisation. Pas d'être tout seul à financer des investissements, c'est aussi d'avoir la capacité de levier. Alors peut-être qu'on ne fera pas les 3,6, peut-être qu'on en fera moins, mais enfin en tout cas, il y aura un effet de levier considérable sur le territoire que nous n'aurions pas pu atteindre si nous n'avions pas le projet de concession d'aménagement, mais aussi le PPI qui va avec, qui est plus important. Parce que vous le soulignez, je crois que c'est vous, monsieur, tout à l'heure, dans vos propos liminaires, il n'est pas question que la revitalisation de centre-bourg absorbe 100% de nos budgets. Auquel cas, ça veut dire que nous aurions dévolu la gestion de nos budgets sur 10 ans à une entité de plus extérieure, qui est une société d'économie mixte. Ça donnerait une position aux élus qui serait pour la moins non acceptable compte tenu de leur légitimité. Donc, à côté de la concession d'aménagement, il y a aussi des investissements de la ville
classiques, en voirie, sur les bâtiments publics, etc., qu'on doit pouvoir être capable de poursuivre. Et donc, c'est cette alchimie importante qui convient de garder cet équilibre pour que les élus, à aucun moment, ne se sentent dépossédés du projet de revitalisation. Est-ce que cette concession, on parlait tout à l'heure de l'adaptation des stratégies de revitalisation aux imprévus qui arrivent, et on parlait aussi des questions d'annualité budgétaire de l'État. Est-ce qu'elle vous permet d'arriver à assurer une espèce de rectilinéité de la soutenabilité économique sur la durée de cette concession et de voir plus loin, que ce soit plus stable? L'ensemble des partenaires siègent au comité des financeurs de la concession d'aménagement. Donc chacun est là, a pu mesurer pleinement nos engagements au moment où on a lancé et mesurer aussi tous les ans les avancées, les difficultés, les retards, les bonnes surprises, je disais tout à l'heure, parfois les difficultés plus importantes. Ce qui est essentiel dans le projet de concession d'aménagement, et c'est pourquoi moi j'ai voulu recourir à ce mode juridique d'intervention publique, c'est plutôt un mode urbain, très intégrateur, qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on doit être la seule commune de 3200 habitants en France à avoir une concession d'aménagement. Mais ce n'est pas une danseuse personnelle que j'ai construite là, c'était l'idée selon laquelle le projet de revitalisation doit être irrémédiable. Et pour le rendre irrémédiable, il fallait en partie l'extraire du cycle électoral. Ce n'est pas le projet du maire, c'est même pas le projet de l'équipe municipale en place aujourd'hui, c'est un projet sur 10 ans et donc c'est le projet des habitants. Et la concession est un procédé d'intégration sur le plan du droit qui est un réel rouleau compresseur dans la durée. Et donc, ça veut dire que quelles que soient les alternances démocratiques qui pourraient avoir lieu, la concession est la garante de cet alignement stratégique que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est l'intérêt de la ville que de revitaliser son centre-bourg. Voilà. Et donc, ça doit pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc, je trouve que c'est plutôt un élément qui, en termes de discussion avec l'ensemble des partenaires, est un élément très positif parce que, justement, la durée est clairement exprimée et elle n'est pas soumise à un aléa ou aux aléas du cycle électoral. On n'est pas là pour 1 an, 2 ans avant les municipales, on ne sait pas rien. Non, la concession, elle intègre la totalité des projets et donc de ce point de vue, elle me semble positive pour les financeurs. Il n'y a rien de pire pour un financeur, mais que sur ma commune, je me tourne vers les deux participants. Il n'y a rien de pire et de plus anxiogène que l'instabilité, ou en tout cas les zones d'incertitude stratégique sur les choix qui ont été faits. On a besoin de travailler dans la durée les uns les autres parce que vos engagements sont forts. Et donc, nous sommes aussi comptables des résultats qu'ils doivent produire sur nos territoires. C'est ce qu'on recherche tous. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, donc concernant cette lisibilité, enfin ce projet qui est aussi porté au-delà par les habitants eux-mêmes pour que ça assure cette pérennité aussi. Je rebondis du coup via la question qui a été posée notamment sur la lisibilité de ces stratégies de revitalisation. C'est des projets qui sont, mine de rien, visibles dans la commune en général. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer aussi les habitants à ça? On s'appuie effectivement sur l'équipe technique, les financeurs, les partenaires, mais comment est-ce qu'on fait pour que la population elle-même s'imprègne de ces projets et y prenne part complètement? Eh bien, c'est la participation des habitants. Je pense qu'à Créon, c'est le même cas. Nous, on a beaucoup échangé sur le diagnostic préopérationnel 2017. En 2019, on a même eu le grand bonheur et la fierté d'être premier prix de la participation citoyenne en France, pour l'ensemble des démarches qu'on a pu conduire avec les habitants. Alors, j'ai appris beaucoup de choses parce que on a essayé d'horizontaliser les processus de participation. Vous savez, nous, on aime bien souvent les modèles de réunion où il y a une estrade, une tribune, et puis il y a les habitants. Là, on a fait des cercles de Samoa, on a fait de la gométocratie, on a emmené des ateliers partout en ville avec des charrettes devant les lieux, les écoles, le supermarché, les commerçants, l'office de tourisme, et on a concerté. Voilà. Et je crois que c'est très, très important, surtout sur des territoires comme le mien, où il y avait un processus de confiance à renouer avec les habitants. Vous savez, quand vous habitez dans une petite commune dont vous avez assisté au déclin depuis des années, souvent vous êtes un peu désespéré, disons les choses. Vous dites, oh, il se passe ça, c'est comme si c'était un peu inéluctable. Et ce projet et ce mode de participation a permis aussi
non seulement d'enrichir nos projets à partir de propositions qui ont été faites par les habitants, mais aussi de faire passer ce message très fort que rien n'était inéluctable et qu'on pouvait redresser la situation à condition de s'en donner et les moyens et le temps. Voilà. Est-ce que, Monsieur Sanchi, vous vivez aussi ça? Comment est-ce que vous faites sur Créon parce que là, on se parle effectivement, on est en connaissance de cause, on sait de quoi on parle, mais effectivement, il y a plein de personnes qui, sur le terrain, palper ces questions de stratégie et de revitalisation, c'est pas évident. Alors, à Créon, il y avait une promesse de campagne qui était de créer une assemblée citoyenne. Elle a eu lieu, elle a été créée il y a 3 ans. Et alors, il y a des gens qui ont été choisis, d'autres qui ont été choisis au hasard. Et en fait, tout aujourd'hui, comme le disait M. Bréa, c'est que pour que les habitants s'intéressent à ce qui se passe, il faut déjà les intéresser. Pour moi, c'est la première. Donc aujourd'hui, il y a des commissions sur la végétalisation, sur qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on fait, la place de la prévôté. Donc en fait, d'une manière générale, sur tous les sujets, alors je ne vais pas vous dire qu'il y a 5000 habitants à Créon, il y aurait pratiquement 5000 avis différents, mais ça nous permet en tant qu'élus aussi de, comment pourrait-on dire, de ne pas être centré sur nous-mêmes, et on peut trouver des idées qui sont totalement intéressantes ailleurs, quoi. Donc il y a cette question de la confiance qui revient dans toutes les relations partenariales avec les habitants, avec les partenaires, avec les financeurs, et elle revient énormément dans nos discussions. Et on a une question sur les EPF, qui sont des partenaires super importants pour vos stratégies. Est-ce que chacun dans vos stratégies, vous avez fait appel à eux? Là, on parlait de la concession. Est-ce que c'est l'EPF qui a acheté les locaux? Mais je voulais également poser la question à Monsieur Sanchi, parce que je pense que vous avez travaillé avec eux à Créon également. Donc peut-être d'abord Monsieur Bria, mais on reviendra aussi. Et peut-être revenir sur l'acronyme d'abord. Ah oui, pardon, sur les établissements publics fonciers, ne jamais laisser les acronymes non expliqués. L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est effectivement un de nos partenaires, avec une enveloppe initiale de 800 000 euros qui a été débloquée, essentiellement pour l'acquisition de fonciers anciens dégradés. Parce que quand on commence à travailler sur les îlots dégradés, le portage du foncier dégradé, le temps de le remettre ensuite dans des circuits à la fois de rénovation puis de marché, on sait que ça prend du temps. Donc ça, c'est vraiment un partenaire très important pour nous. Et puis une enveloppe complémentaire de 400 000 euros, donc ça porte à 1 200 000 euros les engagements de l'EPF sur la commune de Castillon-la-Bataille, de 400 000 euros sur un secteur d'aménagement, où on avait des orientations d'aménagement qui ont été décidées pour la construction d'une résidence senior, où on a fait le choix de porter le foncier pour pouvoir en garantir la destination et l'utilisation. Et donc l'EPF est un partenaire vraiment essentiel pour la ville. Voilà. Ces projets sont des projets de moyenne durée. Quand on rachète un immeuble, quand on en a plusieurs à racheter dans un îlot, ça prend souvent du temps. Alors, l'EPF a aussi un autre... Je mets en avant l'action de l'EPF. L'EPF a aussi d'autres savoir-faire, et notamment dans la négociation. Vous savez, quand on est maire, c'est toujours compliqué de négocier avec des administrés le rachat d'un immeuble. Bon. Surtout que vous avez remarqué que quand vous voyez l'administré dont l'immeuble est fermé depuis 20 ans, souvent, c'est le moment où il a un projet. Oui, et l'immeuble vaut beaucoup. Alors, il faut savoir raison garder, sinon vous ne pouvez pas tenir vos budgets derrière. Et donc, du coup, l'avantage d'avoir l'EPF, c'est qu'on a ce tiers de confiance qui va vers la personne qui vend, qui peut négocier, qui a des indicateurs de marché pour le faire. C'est beaucoup plus simple de mon point de vue que ce soit lui qui le fasse que le maire. D'ailleurs, souvent, quand les personnes ou les propriétaires rencontrent l'EPF, ils demandent vite rendez-vous au maire derrière, ce que j'essaye d'éviter, parce que je pense que ces négociations, il est bon qu'elles aient lieu avec des professionnels comme ceux de l'EPF. À Créon aussi, vous avez utilisé ce levier? Absolument, on a plusieurs projets. Alors, c'est des projets qui sont longs, comme le disait M. Bréa, c'est des projets qui sont très longs, mais à Créon, on a plusieurs projets. On a le projet du Café de la Paix en centre-ville, avec la nécessité de laisser un commerce au rez-de-chaussée. Il y a le projet de l'ancien fleuriste aussi, toujours un commerce au rez-de-chaussée, mais effectivement, l'EPF est un partenaire majeur et essentiel. Et je rajouterai également, il y a l'EPF, et ensuite après avec Gironde Habitat qui est quand même
comment pourrait-on dire, c'est vraiment deux partenaires majeurs qui ont quand même une expertise très intéressante pour les collectivités. Ouais, on parlait dès l'introduction de l'importance d'aller chercher également les bailleurs sociaux en tant que partenaires financiers. Et donc Gironde Habitat vous soutient sur ces 2 projets. Complètement. En clair, à Créon, il y a 4 projets. Et sur ces 4 projets, on est soutenu par Gironde Habitat. Donc leur soutien, c'est un soutien financier, un soutien en ingénierie. Alors le soutien financier, c'est important, mais le plus important, enfin, M. Briand dira peut-être un mot, c'est l'aide technique, l'ingénierie qui nous apporte, quoi, tout simplement. Ouais. Nous, on n'est pas outillés pour faire face, quoi. La possibilité des bailleurs sociaux d'intervenir sur des secteurs ou sur lesquels aujourd'hui, soyons clairs, on n'a pas toujours une approche marché très réactive. Et donc, c'est bon aussi d'avoir des bailleurs sociaux pour pouvoir gérer ces projets. Nous, on a une problématique forte de logement senior. On a la nécessité, par exemple, je le dis, de reconvertir des grands appartements dans lesquels nous avons aujourd'hui des femmes, des dames âgées, souvent veuves et qui occupent des appartements des T3, des T4, parce qu'à un moment de leur vie, voilà, et c'est leur chez-soi, elles ne veulent pas déménager dans la ville, il faut traiter tout ça. Donc, par exemple, un programme conduit par Gironde Habitat actuellement, on est au niveau du permis de construire, pour créer 17 petites maisons de ville avec du rez-de-chaussée pour pouvoir reloger ces personnes et libérer les logements pour les familles qui vont pouvoir arriver. Dans l'évolution de la revitalisation de centre-bourg, ce que j'essaye moi aujourd'hui de chiffrer avec les services de la DRFIP, monsieur, c'est quel peut être aussi l'impact en recettes pour la ville. Parce que, évidemment, comme tout gestionnaire, on est très obnubilé par l'impact en dépenses. Et c'est bien que nous le soyons. Mais n'oublions pas non plus que ces processus doivent avoir aussi un impact en recettes fiscales. C'est peut-être plus difficile à évaluer, mais je pense qu'il faut le faire. Moi, j'ai la production d'une centaine de logements en préparation, qui seront des logements neufs. Ça va avoir un impact aussi sur le budget et en recettes, ça va venir. Alors pour le coup, ça fera plutôt partie normalement des bonnes surprises que des mauvaises surprises. On aura des recettes supplémentaires. Il faut aussi qu'on puisse l'intégrer dans nos PPI raisonnablement, sans performer outrageusement pour être en insincérité budgétaire, ces recettes supplémentaires. Je voulais revenir, moi, sur l'établissement public foncier. Je crois qu'on a dit l'avantage de l'établissement public foncier. L'autre avantage aussi, c'est que ce sont des spécialistes de l'aménagement et ils ont maintenant une très bonne expérience de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je pense que les élus de villes comme Créon et Castillon ne doivent pas hésiter à aller au-devant de l'établissement public foncier. Je fais un peu de publicité, j'ai été administrateur de l'EPF, donc j'ai vu comment il fonctionnait de l'intérieur. Je crois que c'est vraiment un outil dont les élus doivent s'emparer pour des projets qui sont des projets modestes. On pense trop souvent que l'EPF, il n'intervient que sur des zones très tendues, l'agglomération de Bordeaux, la façade atlantique. Pas du tout. Je crois que l'établissement public foncier, il est là pour aller dans les territoires, il est là pour aller rencontrer les élus et je crois vraiment que c'est un outil qui est intéressant au-delà du portage foncier, et c'est pas négligeable non plus, au-delà du portage foncier, c'est aussi un expert du foncier, comme vous l'avez dit, dans les négociations. Il travaille aussi avec les évaluateurs de France Domaine. Il y a un vrai savoir-faire et je pense que ça peut aider les élus aussi à maturer le projet, à en voir tous les différents aspects. Donc, je dis, profitons de cet établissement public qui existe en Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que des établissements publics fonciers n'existent pas sur tout le territoire. Bien sûr. C'est un établissement où on retrouve les services de l'État, mais également les collectivités, puisque dans le conseil d'administration, on a beaucoup de collectivités, et je crois que c'est vraiment un des leviers sur lesquels il faut actionner pour pouvoir mener à bien des projets de revitalisation de centres urbains. Alors, non seulement il faut profiter de l'EPF, je vais dans votre sens, mais il nous faut un nouvel outil en Gironde. Et il nous faut, pour la revitalisation de nos centres-bourgs, la création d'une foncière commerciale. Voilà, je le dis, ça fait un moment qu'on en parle. Il y a des études, je ne sais plus si elles sont en cours, finies ou en voie de l'être. On a besoin d'une foncière commerciale. Une foncière commerciale, c'est quoi? C'est un dispositif qui devrait nous permettre, sur les locaux, là aussi anciens dégradés ou des fonciers commerciaux vacants, d'avoir une action forte pour pouvoir rénover ces locaux,
Le faire aussi en logique de subsidiarité ou de péréquation avec l'espace métropolitain, parce qu'il n'est pas non plus, vous voyez, dans les logiques de solidarité territoriale. Et il serait normal aussi que des secteurs tendus puissent venir en appoint sur des secteurs comme les nôtres. Et donc, il faut qu'on trouve les voies et moyens de créer cette foncière commerciale. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux depuis 2 ans. Je souhaite que les choses avancent plus vite parce que on est maintenant en phase de déploiement opérationnel et on a besoin de cet outil. Il est normal qu'un excellent département comme la Corrèze soit doté d'une foncière commerciale et qu'on n'en ait pas en Gironde. Enfin, il y a quand même un grand département avec des collectivités qui ont l'habitude de travailler ensemble et avec l'État. Donc, il faut que ce projet de foncière commerciale puisse venir parce que ce serait finalement, avec le PF, un deuxième bras armé important pour remettre des commerces de centre-ville à flot et les développer. Nous, on a créé 26 activités, où on a accueilli, plus exactement, c'est pas nous qui les avons créées, c'est les chefs d'entreprise qui les créent, mais on a accueilli 26 activités nouvelles en 20 mois avec le manager de centre-ville et tout ce qu'on déploie avec Petite Ville de demain. C'est extrêmement positif, il y a de moins en moins de vitrines vacantes, mais cet aspect commerce, il est aussi essentiel parce que c'est lui qui conditionne en partie l'attractivité des personnes qui viennent habiter sur nos territoires. L'offre commerciale, quand elle est diversifiée, ça donne plutôt envie de vivre dans les territoires où vous pouvez aller faire vos courses le matin à pied, vous déplacer tranquillement. Il y a une question un peu plus technique pour revenir sur cette histoire de concession, d'aménagement. Quel est le montant de l'emprunt bancaire pour les communes et sa durée? Est-ce qu'il y a eu des coûts supplémentaires qui se sont déclarés de façon inopportune et si oui, lesquels? Peut-être très rapidement. Alors de mémoire, parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on a souscrit un emprunt d'1,7 million d'euros. Je dis aussi, quand nous avions mené cette stratégie de préparation budgétaire, en 2022, nous étions en capacité de désendettement à 0,96 années. Donc, c'est là aussi qu'on peut récupérer de façon importante des marges de manœuvre pour pouvoir intervenir sans dégrader les ratios prudentiels qui sont ceux avec lesquels on contrôle l'activité budgétaire des collectivités. Ratios sur lesquels d'ailleurs, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup à dire parce que vous savez, c'est pas les strates démographiques qui définissent la réalité finalement de richesse de collectivités. Et des collectivités de même strate qui ont des conditions de richesse fiscale qui sont extrêmement hétérogènes. Donc, il faut toujours ramener ça, c'est ce que je m'efforce de faire, au potentiel de la collectivité. Et de mémoire, les prêts qu'on a souscrits, alors on a souscrit des prêts plutôt sur des durées longues, moyennes, mais enfin pas non plus exorbitantes, de 10 à 15 années. Avec aussi un partenaire, je le signale, parce que c'est un deuxième partenaire sur le plan bancaire, c'est l'Agence France Locale, avec lequel, qui est une banque de collectivité, avec lequel on a aussi eu des taux intéressants. Voilà, donc tout ça est soutenable, voilà, pour répondre aussi à la question qui a été posée. Et je voudrais vous poser une question, Monsieur Théry et Monsieur Mongy. On a parlé tout à l'heure, donc effectivement, vous venez de redire aussi qu'il y a des communes qui ont différents moyens, différentes manières de mener leurs projets. On a parlé de stratégie, donc elles sont diverses. On a 2 exemples ici. On a parlé tout à l'heure de aussi cette différence parfois entre territoire urbain et rural. Et donc, je voulais savoir quelle était aussi cette attention que vous portez peut-être à ces deux types de territoires qui n'ont peut-être pas les mêmes dynamiques, qui n'ont peut-être pas les mêmes besoins. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner différemment ces territoires-là? Nous, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on se réfère plutôt au projet qu'au territoire. C'est-à-dire qu'on souhaite que le projet soit le plus optimal pour la collectivité. Et effectivement, le projet ne sera pas le même si on est sur un territoire rural ou urbain. Mais in fine, on doit aussi accompagner les territoires qui sont en lien avec les programmes nationaux. Donc effectivement, on aura aussi un regard différent avec les villes Action Cœur de Ville et les villes Petites Villes de demain. Mais on n'a pas vocation à regarder si le territoire est plutôt urbain ou rural. Okay, c'est pas une différence particulière, mais simplement en fonction aussi des financements déjà en cours ou autres, etc. Alors nous c'est un peu la même approche. Vous savez que à la Direction générale des finances publiques, on a une vieille tradition de présence sur les territoires ruraux. On a tendance à dire qu'au début du XXe siècle, il y avait 3 fonctionnaires qui étaient dans la commune. C'était le gendarme,
le percepteur et l'instituteur. L'instituteur pour apprendre le français et qui comprenne les ordres au service militaire. Le gendarme pour aller chercher les récalcitrants qui ne voulaient pas aller faire le service militaire. Puis le percepteur pour pouvoir lever l'impôt et entretenir l'armée. Au-delà de cette boutade, et on nous fait le reproche de partir des zones rurales, c'est pas tout à fait exact, bien qu'on ait des réorganisations. On n'a pas une approche différenciée de la zone urbaine, de la zone rurale. Dans les deux endroits, on a positionné ce qu'on appelle des conseillers aux décideurs locaux qui sont installés dans chaque communauté de communes. Ensuite, je crois que l'approche, elle n'est pas tout à fait la même. Lorsqu'on s'adresse à une commune comme Bordeaux, par exemple, comme la métropole, on a déjà de l'ingénierie en interne. Donc, notre intervention, elle va être un peu différente. En revanche, quand on est sur une zone rurale, effectivement, il faut prendre toutes les dimensions que vous avez évoquées, les dimensions sociologiques. Ça, je pense que nous, par exemple, dans nos analyses financières, on commence toujours avant d'analyser la structure financière, d'analyser la sociologie d'un pays, la sociologie d'un territoire, la sociologie d'une ville, parce que c'est déterminant ensuite pour le temps long. On n'a pas parlé de la dotation globale de fonctionnement, on n'a pas parlé des impôts locaux, mais on est quand même sur des outils qui sont des outils anciens, des outils qui remontent sur des tarifications. Par exemple, la taxe foncière, on est sur des tarifications de 1970. Donc, la réalité d'un territoire, il se vit aussi dans son histoire longue de quelques 50, 60, 100 ans. Donc, on n'a pas une approche différenciée. On a simplement le fait que quand on est en zone rurale, par exemple, on va peut-être avoir plus de présence à l'origine du projet. Alors que dans une zone beaucoup plus urbanisée, ces travaux ont peut-être été vus en interne. Okay. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de l'équilibre dépenses-recettes et notamment des nouvelles recettes que pouvaient engendrer les stratégies de revitalisation ou d'un allègement des dépenses. Par exemple, je pense à une situation de rénovation énergétique qui nous permet de moins dépenser en énergie. Comment est-ce que cette question-là, elle est prise en compte? Est-ce que c'est à travers le plan pluriannuel d'investissement? Est-ce que c'est à travers d'autres outils? Aujourd'hui, alors pas forcément avec un PPI, mais je dirais que c'est tout d'abord, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on voit bien que la première fois, les factures de fluide à Créon ont augmenté de 400 000 € dans le budget communal. C'était 400 000 € sur le budget communal. Le budget communal, il est de l'ordre de 5,6 millions en fonctionnement. Donc, à un moment donné, c'est se dire comment on fait, c'est-à-dire on fait l'effort sur le chauffage, sur les ordinateurs. C'est des gestes quotidiens. Et puis finalement, à la fin de l'année, alors que tout le monde, effectivement, les salles sont moins chauffées, l'ordinateur il est moins allumé. On a mis en place certaines choses, notamment des interrupteurs. Enfin, on a mis des choses en place. Et sur le budget communal de 2023, on a retrouvé. En fait, on a continué à augmenter. Mais en fait, sur ce budget, on a économisé 90 000 €. Voilà. Donc, avant toute chose, c'est d'abord dans la vie de tous les jours. On fait la même chose et on a aussi bénéficié de soutien important de l'État sur le fonds vert, sur le recyclage, par exemple, de l'éclairage public pour passer en LED. On voit qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des fluides, il y a des investissements sur lesquels le retour sur investissement est évidemment beaucoup plus rapide et il faut aller en priorité vers ces investissements parce qu'ils nous permettent aussi, quelque part, d'alléger le fonctionnement et donc de rentrer dans les éléments qui étaient évoqués tout à l'heure par monsieur. Et on a à la fois cela et puis de façon peut-être plus pérenne, mais je ne sais pas si un jour un gouvernement chaque jour suffit sa tâche, ça tellera à cette question. Il y a quand même la question de la revalorisation des bases fiscales, qui est une question dans ce pays récurrente, un vieux serpent de mer. Je comprends que ce soit pas évidemment le sujet du siècle, parce qu'en termes de popularité, c'est un sujet qui est profondément impopulaire, mais enfin disons les choses clairement aujourd'hui. Il y a une forme d'inégalité devant l'impôt à travers une obsolescence forte des bases fiscales. Bon, il faudra qu'un jour, comme ça a été fait d'ailleurs sur les bases fiscales commerciales, on puisse avoir un débat serein sur cette question. Moi, je ne suis pas un inconditionnel de l'impôt pour l'impôt, mais enfin, quand on a des bases fiscales faibles, ce qui est le cas à Castillon, mais ce qui est le cas globalement en Gironde, il est aussi important qu'on puisse travailler ces questions parce que, avant de parler de l'évolution du taux
ou de la façon dont on va rehausser les taux, il y a déjà aujourd'hui une production de recettes qui n'arrivent pas dans les caisses publiques et qui pourraient être bien utiles à nos projets de revitalisation. Voilà. Oui, ça résonne avec une question là dans le chat sur la fin de la taxe d'habitation qui a forcément eu un impact sur les finances des communes et sur la manière dont vous palliez cette absence et dont c'est un nouveau système finalement de soutenabilité économique pour les communes. On a pallié comment? On a travaillé sur ce qui nous reste en taux. Qu'est-ce qui nous reste en taux? Pas grand-chose. Il nous reste le foncier bâti, le foncier non bâti, et puis les résidences secondaires, si mes mémoires est bonne. Voilà, donc là où c'est possible. Et donc du coup, on a travaillé sur ces questions. Mais ça pose aussi une autre question, c'est que quand on rehausse, ce que j'ai fait en toute connaissance de cause, de 10,3% la taxe sur le foncier bâti, on ne fait contribuer que les propriétaires. Ça crée une disparité. Et on crée donc une disparité supplémentaire, alors même que nous cherchons à accueillir de nouveaux propriétaires et que nous avons aussi, c'est la particularité de Castillon, une part très importante de locataires. Voilà. Donc ça a créé aussi cette question très locale de l'exercice de la citoyenneté, de l'égalité des charges devant l'impôt. Je rappelle que les locataires profitent autant et tant mieux et disposent d'autant de services publics que les propriétaires. Voilà, donc on ne va pas commencer à regarder qui finance ou qui ne finance pas. C'est le principe de solidarité. Encore faut-il que, sans doute, sur ces questions, on ait une réflexion collective. Alors, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple parce que ce sont aussi des habitudes qui ont été prises. Moi, je suis partisan des solutions les plus indolores possibles. Et je me disais que si, ne serait-ce qu'au gré des mutations, par exemple, de biens, on procédait systématiquement à des réévaluations de base, nous aurions dans la durée un certain effet positif qui, finalement, au moment d'une acquisition, serait juste une forme de réajustement par rapport à un nouveau propriétaire. Donc, ce ne serait pas nécessairement quelque chose de très choquant. Voilà. En tout cas, je pense que sur ces questions, il faut qu'on avance. C'était le principe de la révision des valeurs locatives des bâtiments professionnels. On avait aussi, nous, travaillé sur certains départements dans le même esprit sur les bâtiments des particuliers. C'est vrai que là, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de porter le sujet, et parce que c'est pas qu'un sujet de technicien. Il y a des solutions qui ont été trouvées pour la réforme des valeurs locatives des bâtiments professionnels, et le dispositif s'affine, mais c'est des choses qu'on sait faire, parce que c'est vrai que la problématique de relier des habitants à une fiscalité locale et à un territoire habité, c'est vrai que la réforme de la taxe d'habitation a bouleversé un peu cette approche-là. Alors aujourd'hui, on réintègre les problèmes d'une autre manière. Par exemple, ça peut être les redevances quand on est en ordures ménagères, donc ça peut être l'augmentation de la redevance d'ordures ménagères, l'augmentation des coûts de certaines factures d'eau, etc. Mais c'est vrai que le lien entre le citoyen, le contribuable et le territoire qui est aménagé, c'est quelque chose d'important, y compris dans la respiration démocratique nécessaire dans notre société. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages. Je pense qu'on a bien entendu ces questions de long terme, court terme, ces questions de confiance à la fois au sein même d'une mairie et puis entre la mairie et les habitants, entre la mairie et les partenaires de la stratégie de revitalisation et de la stratégie de soutenabilité. On a évoqué les outils que vous avez utilisés pour mettre en place cette stratégie de soutenabilité. On a évoqué les partenaires avec lesquels vous travaillez et tout ce qui vous apporte, que ce soit pour des questions purement financières ou des questions d'ingénierie et de travail en commun qui apportent à vos projets. Donc, je pense qu'on a eu cette discussion enrichissante et dont je vous remercie beaucoup. Et je vous propose qu'on accueille Madame Caroline Garot du secrétariat général aux affaires régionales pour conclure cette rencontre. Et je vais te proposer, Maïwen, de lui laisser une petite place autour du plateau. Merci beaucoup, Caroline, d'être avec nous aujourd'hui pour conclure cette rencontre. Je vous remercie et une fois n'est pas coutume, je conclus toute seule puisque le GIP, comme vous le savez, est cofinancé par la région et l'État. Là, aujourd'hui, je représente l'État à travers le secrétariat général pour les affaires régionales.
Donc je vous remercie tous pour ce moment qui avait été prévu dans le cadre de notre groupe de travail sur la revitalisation avec le conseil régional. Il y a bien un an de ça, déjà nous avions commencé à réfléchir quels étaient les ateliers ou les moments d'échange qu'on pouvait avoir sur la revitalisation qui pourraient intéresser les élus et les chefs de projet. Pour l'État, on pensait à l'accompagnement pour le programme Petite Ville de demain, et on se disait qu'on était à la phase, il y a un an de ça, de l'opérationnalité. Donc, ce qui pouvait intéresser maintenant, c'était l'aspect financier, même si, monsieur le maire, vous en avez parlé souvent, on réfléchit à l'aspect financier bien en amont du projet de revitalisation aussi. Mais on s'était dit que c'était intéressant d'organiser ce temps d'échange ou des ateliers au sein du SGAR. Je me tourne vers monsieur Mougin parce qu'il y a participé, sur l'aspect financier pour vous donner des clés et des accompagnements possibles. Donc c'est pour ça que nous avons organisé 2 ateliers au mois de mai-juin, animés par monsieur Mougin, sur la soutenabilité financière et sur les plans pluriannuels d'investissement. Donc là, c'était des séquences très techniques qui sont revisionnables puisqu'on avait pu filmer ce temps. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la genèse de pourquoi on est là aujourd'hui. Et aussi, donc c'est à travers le programme pour l'État Petite Ville de demain, mais aussi, comme vous le savez, le préfet de région a à sa main les dotations de soutien à l'investissement. Donc, au moment de l'instruction des dotations de soutien à l'investissement, on se pose la question de savoir si le projet, et notamment quand les demandes de subventions sont importantes, on se demande si le projet est soutenable sur le long terme et si la collectivité ne va pas être pénalisée par les frais de fonctionnement qu'elle va avoir suite à cet investissement. Donc, le préfet de région y veille. Donc, aussi, c'était une raison aussi de rappeler aux élus et aux chefs de projet l'aspect financier qui reste important au moment de l'élaboration d'un projet. On a parlé des accompagnements, donc des financeurs. Je rappelle donc qu'il faut vous rapprocher des conseillers locaux, hein. Une nouvelle organisation qui date de 2021, si ma mémoire est bonne, on a revu complètement les finances publiques, la DRFIP a revu complètement l'organisation sur le territoire et a mis en avant ces conseillers locaux. Donc, je ne peux que vous encourager à aller vers eux quand vous avez un projet de revitalisation sur l'aspect financier pour avoir cet accompagnement. Et aussi, vous tourner vers les délégués territoriaux de l'ANCT qui peuvent vous proposer aussi les marchés à bon de commande de l'ANCT. Et il y en a un en particulier sur l'aspect financier, sur la soutenabilité, qui n'est pas très utilisé. Donc, je vais en profiter aujourd'hui pour vous dire qu'il faut y aller, que n'hésitez pas à demander auprès de l'ANCT cet accompagnement parce qu'il n'est pas très connu et mérite d'être utilisé aujourd'hui. Alors, je n'avais pas prévu, mais c'est vos échanges qui m'y amènent sur l'annualité budgétaire. Donc, effectivement, on connaît bien cette difficulté pour les collectivités et c'est pour ça que l'État, il y a plusieurs années, quand il a mis en place les programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain, est parti sur une organisation de moyen terme, puisque le programme Petite Ville de demain a démarré en 2021 et doit s'achever en 2027, le temps du mandature municipal. Et le programme Action Cœur de Ville a démarré en 2018 et devait se terminer 5 ans plus tard en 2022-2023 et il a été repoussé jusqu'à 2027. Donc on est quand même, l'État vous apporte une réponse sur la pluriannualité avec ces programmes, Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville, mais également avec les contractualisations, puisque vous pouvez utiliser aussi le CPER. Donc là,
je renvoie à notre partenariat avec le Conseil régional. Et puis, vous avez aussi les CRTE qui ont changé de nomination, mais qui se poursuivent, qui ont été signés pour les premiers en 2021 et qui vont avoir des avenants avec la transition écologique. Donc, on ne casse pas ce qui existe, mais les CRTE sont plutôt des outils, ces contractualisations à la main des maires ruraux, plus que le CPER qui, lui, a vocation plutôt à être à destination des collectivités, des communautés d'agglomération, mais les communautés de communes et les villes rurales peuvent s'approprier aussi les CRTE, et la feuille de route, la pré-feuille de route de la transition écologique étant diffusée aux secrétaires généraux des préfectures, c'est le moment de travailler à vos CRTE, donc les contrats pour la réussite de la transition écologique. Donc voilà quelques réponses, messieurs les élus, à vos questionnements sur l'annualité. Et une réponse qu'on expérimente aujourd'hui, qui a été lancée en 2024, mais on est au balbutiement, c'est la pluriannualité sur la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Donc à partir de cette année, il est possible de prévoir sur 3 ans des financements. Merci beaucoup, Madame Garot, pour ces éclairages qui concluent notre rencontre. Merci à tous nos participants d'être venus aujourd'hui apporter leur retour d'expérience, leurs éclairages. Merci beaucoup à Maïwen d'avoir animé ce webinaire avec moi. Merci aussi à Charlie qui a été avec vous dans le chat et qui a fait la technique de notre côté. Merci à Limelight et à notre technicien Raphaël de nous avoir aidés à venir jusque chez vous avec ce webinaire. Donc, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux événements, et notamment sur le site internet de PQNA, où vous aurez accès à une synthèse de notre rencontre d'aujourd'hui, et également à la vidéo diffusion de ce webinaire que vous pourrez donc partager avec vos collègues techniciens ou avec vos élus, et où je vous proposerai notamment de vous repartager tout ce qui a été dit aujourd'hui autour de la table, et notamment les contacts des partenaires, les informations sur les choses qu'on a mentionnées sans forcément se plonger plus précisément dedans. Donc tout sera sur le site. Merci beaucoup d'avoir visionné ce webinaire, et une très bonne journée à tous et à toutes.